Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody, c'est le pied. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM, la 102.3, tous les vendredis à 18h, rediffusion dimanche 17h. Julien Kitty, bonjour. Bonjour, Peggy de Ludovic Dabar. On est un peu fatigué, on est un peu fâché, je veux dire. Non, pas fâché. D'accord. On ne se fâche pas autour de sa chose. On est en famille, la famille qui permet, et chaque semaine, d'apporter notre grande lumière à l'éclairage dont le peuple a besoin. Non, il faut le dire aux auditeurs qui certainement vont se poser des questions par rapport à cette entrée. Dans cette émission, on avait démarré, tout fonctionnait bien, mais il y a eu une fausse manipulation qui nous a contraints à tout reprendre à cause de quelques difficultés techniques, mais qui heureusement sont rentrées dans l'autre. C'est des réalités, hein. Bonjour Peggy Ludovic Dabar. J'espère que les auditeurs nous entendent et que cette fois-ci ce sera la bonne. Et donc, c'est des réalités donc, de la technique que la technique elle-même n'arrive parfois pas à expliquer. Vous le disiez tantôt, hein, on ne va plus dire la même chose parce que on aura plus peut-être les mêmes inspirations. On avait tellement bien démarré cette émission avec une très bonne boutade entre Peggy Ludovic Dabar et puis Jules Kitty. Les auditeurs n'auront pas la chance d'écouter cela. C'est vraiment dommage. Peut-être que ça reviendra dans un autre monde, certainement. Ça reviendra, c'est sûr. En tout cas, on y est, on démarre avec cette grosse actualité. En quelques jours, le président Joseph Diop-Benou a quitté la Cour constitutionnelle pour la présidence de l'Union progressiste. Et du coup, des baobabs comme Bruno Amoussou, Antoine Kolaole Iji, Mathieu Kofinago, Abraham Zizinoukwe et d'autres sont directement envoyés au garage, on va dire. Toutes les excuses pour peut-être le thème utilisé. Est-ce que selon vous, Casimir Pidjo, c'est une retraite politique? Oui. Et chez moi, dans la culture fond, on dit souvent que lorsque vous tuez le chat, on se précipite, on fait tout en même temps, parce que si vous laissez le lendemain se terminer, vous ne pourrez plus consommer cette viande. Un peu pour vous dire que la rapidité, je dirais pas la précipitation, mais la rapidité qui a caractérisé sept derniers jours donc, de l'actualité politique au Bénin m'amène à comprendre que si on n'allait peut-être pas vite, on ne pourra plus donc opérer cette réforme-là au sein donc de la classe politique. Et pourtant, on avait besoin de ça. C'est une réforme qui s'impose donc au Bénin. Vous avez quelqu'un comme Amoussou Bruno, plus de 80 ans. Vous avez quelqu'un comme Mathurin Nago, plusieurs fois à la tête donc de l'Assemblée nationale, Amoussou Bruno, Idi Kolaole et que sais-je encore, qui aujourd'hui sont appelés de leur propre gré, parce que personne ne l'a contraint au regard des informations que nous avons. Vous avez quelle preuve que c'est de leur propre gré? Ils étaient tous souriants lorsqu'ils étaient allés voir. Est-ce que le sourire est révélateur de son moi intérieur? Mais c'est déjà... Jules Lakiti nous le dira tout à l'heure. Bien sûr. Lui, il a dans son laboratoire les paramètres les outils. Les outils nécessaires pour donc jauger de l'émotion des uns et des autres. Il pourra donc nous le dire. Mais en ce qui me concerne, je pense que ces messieurs sont allés de leur propre gré à la retraite, certainement pour s'occuper beaucoup plus de leur famille, peut-être pour s'occuper, pourquoi pas, d'autres choses que la politique, peut-être pour se rendre plus utile à leurs entourages, et c'est de bonne guerre. Ça permet aujourd'hui donc au Bénin de renouveler sa classe politique, surtout en ce qui concerne la mouvance présidentielle, surtout ce qui concerne donc les anciennes images qu'on avait ici, par ici, à chaque législature. Vous voyez donc de quoi je parle.
Et je crois que ce travail va continuer parce que des bruits de couloir que nous sommes en train d'apprendre, le chantre de la rupture ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Il ira donc du sommet vers donc la base pour véritablement faire un nettoyage pour que nous puissions assister désormais non seulement à un renouvellement de la classe politique, mais à une jeunesse au pouvoir, à son image, lui-même jeune, enfin, se réclamant de cette jeunesse-là, il veut désormais que ceux qui gèrent le pays, parce que aujourd'hui, 60% de la population active a entre 15 et 60. Et donc, il faut envoyer les vieux à la retraite pour que ceux qui gèrent, ceux qui travaillent pour le bien-être donc du pays puissent véritablement prendre les décisions qui s'imposent à leur génération. Je ne conçois pas que ce soit ceux qui n'ont que des souvenirs aujourd'hui à raconter donc à cette jeunesse-là, que ce soit eux qui prennent des décisions pour les 30, les 10, les 5 prochaines années. Mais de ce pays. moi je suis pas d'accord avec vous quand vous dites que il y a que ceux-là qui ont des souvenirs, qui n'ont que des souvenirs, qui continuent de nous diriger. Je suis pas totalement d'accord avec vous. L'autre a dit, après 70 ans, c'est à partir de 70 ans qu'on réfléchit mieux. Pourquoi vous les traitez Il a dit ça selon des gens qui n'ont que leurs souvenirs, non? Et il a dit ça selon son contexte et selon les expériences qu'il a vécues. Mais selon les expériences que nous autres, nous avons vécues, vous en avez vécu combien? Ben oui, j'en ai déjà la quarantaine révolue. J'aimerais bien vous voir. J'ai traversé déjà 4 générations. 20 ans, j'aimerais bien vous voir. J'ai traversé déjà 4 générations. Je suis dans ma cinquième. Je suis dans ma cinquième génération. Si vous allez tenir le même langage. Et figurez-vous que père à son âme, mon feu père, il n'est plus là. Et avant sa mort, les décisions qu'il a eu à prendre aujourd'hui ne nous gouvernent pas. C'est nous qui prenons nos décisions. C'est nous qui gardons la maison. Et donc, des gens qui ont 70 ans révolus, je ne vois pas en quoi ils vont prendre des décisions qui vont engager forcément cette jeunesse-là. Et ce n'est même plus les mêmes outils de travail aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui dans l'administration un certain nombre de réformes, un certain nombre de manières de fonctionner de la politique qui ne ressemblent plus à ce que nous avons connu avec cet effectif qui a géré les indépendances. Donc ce n'est pas... Oui, c'est vrai. Prenez garde, Casimir Péjor, parce que je vais vous confronter, ces mêmes propos que vous avez aujourd'hui dans 20, 30 ans. C'est vrai aujourd'hui, quand on parle par exemple des réseaux sociaux, vous n'allez pas me dire que des vieux de 80 ans, de 70 ans, il y en a qui en sont très férus. Manipulent les réseaux sociaux comme nous manipulons et comme nous l'utilisons aujourd'hui. Il y en a qui en sont très bien férus. Je veux bien aller à leurs écoles. Julien Kitty. Bon, je pense que c'est pas une affaire de maîtrise des réseaux sociaux ou des nouvelles technologies, puisque on peut toujours, avec les moyens aujourd'hui, avoir l'intelligence des réseaux sociaux, ne pas être un praticien et pouvoir politiquement en user, parce que nous sommes à une époque où la technologie entretient le faux et le mensonge toléré en communication politique, au point d'avoir, par exemple, dans les communautés virtuelles, une page personnelle qui donne le sentiment que vous parlez à la personne, mais vous avez d'autres personnes derrière qui vous répondent. Vous voyez, et dans un direct speech qui peut vous amener à penser que c'est la personne qui vous parle, alors qu'autrefois, vous viviez cette chaleur d'avoir la personne en face de vous. À chaque époque, c'est réalité. Mais est-ce que pour l'évolution des êtres humains, pour qu'ils soient présents dans l'ère du temps, il faut les contraindre à disparaître avec les technologies de leur temps pour que d'autres qui sont connaisseurs de ces technologies nouvelles puissent, occuper toutes les fonctions requises pour diriger les communautés. Non, je ne pense pas. C'est d'ailleurs chez nous, en Afrique, que nous avons eu raison, nos aïeux ont eu raison de dire que c'est où les grands hommes, je ne sais plus qui l'a dit, que c'est Jean Pliat qui a parlé des tresseurs de cordes et qui montre bien l'image, qui illustre ce proverbe qui dit que c'est autour de l'ancienne corde qu'on tire la nouvelle. Et donc pas de génération spontanée, encore moins en politique. Pour ce que j'ai observé au niveau de l'Union progressiste, qui fait office de
du plus grand parti politique dans notre pays aujourd'hui à l'ère de la réforme du système partisan. Et il faut rappeler pourquoi, parce que beaucoup ne le savent pas souvent, c'est que c'est eux qui ont le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est eux qui ont le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale et même, pourquoi pas, plus grand nombre de mairies aussi. Oui. Voilà. Mais mon point de vue, on aura le temps de faire peut-être ce débat, c'est que moi, c'est pourquoi je ne parle pas souvent de plus grands partis politiques, je parle de la quête de la plus grande puissance politique. Parce que la différence entre les deux, c'est que si c'est le nombre de députés que vous avez à l'Assemblée nationale, le nombre de personnes, membres de votre parti, qui se trouvent à la tête des mairies, qui fait de vous le grand parti politique, où se trouve l'idée, la perception de l'électeur, où se trouve son avis, puisque c'est lui qui sanctionne positivement ou négativement à chaque élection. Et nous savons, entre deux élections ou à la veille de chaque élection, tout ce qui est utilisé pour appâter l'électeur, l'amener peut-être à prendre une décision et au lendemain des élections ne plus avoir son cœur à ce groupe. Nous sommes encore à la construction de grands partis politiques. C'est un nouveau concept. Oui. La puissance politique. Absolument. Et je plaide pour que les gens commencent par parler ainsi. Partout où je passe, je dis aux gens, ne parlez plus de plus grands partis politiques. Allez à la quête de la plus grosse puissance politique. Parce que par quoi cette puissance politique va se manifester? Cette puissance politique va se manifester lorsque, par exemple, nous aurons atteint le degré de démocratie qui permet à chaque citoyen de pouvoir, son âme et conscience, sans influence manipulatrice, dire j'adhère à cette formation politique parce que elle fait un groupe, ça fait cohérent, un plus grand, et un groupe qui porte un idéal qui permet aux citoyens non seulement de le prendre comme un réceptacle, un espace d'épanouissement politique et idéologique, c'est-à-dire que quelqu'un qui rentre dans un parti politique, il se dit je vais être formé d'accord, par ce parti politique à la compréhension des clés de la gestion de la cité. Ensuite, je vais renforcer mon propre engagement communautaire. Parce que l'engagement politique commence par... En fait, vous voulez dire, l'individu va au parti politique par besoin, j'allais dire intrinsèque, de formation politique. Oui, parce que tout citoyen, quel que soit son niveau intellectuel, quelle que soit son origine, quelle que soit sa situation géographique, a envie de prendre plaisir à contribuer à l'évolution de son pays. Mais vous savez alors, un parti politique devrait être un canal pour lui. Vous savez, Julien Kiti, qu'ici, au Bénin, les politiciens, en griffe, ont travaillé à vraiment un certain désamour de la majorité du peuple pour la politique. Ils n'y ont pas travaillé, ou du moins ils y ont travaillé sans le savoir. Parce qu'ils pensaient qu'en clochardisant le peuple électeur pendant longtemps, en s'abstenant de lui donner les vraies informations. Et c'est pourquoi toutes les expériences de formation véritable au sein des partis politiques, de formation militante, beaucoup n'ont pas prospéré. Parce que si on forme bien un militant, il sera éveillé. Ce militant va poser les vraies questions. Ce militant va exiger que ses droits soient respectés. Ce militant va vouloir impacter, influencer les décisions qui vont être prises. Alors que on a la culture du patriarche, on a la culture du leader charismatique, celui qui parle et puis ça descend, tout le monde observe, et quand vous n'observez pas, c'est que vous êtes écarté des sphères de décision. Bref, c'est pour dire quoi? Vous observez, moi je me rappelle très bien, il y a une quinzaine d'années derrière, au détour d'une discussion qui n'était pas prévue, j'ai pu parler avec quelqu'un qui vit encore, le professeur Victor Topanou, peut-être a-t-il oublié, et qu'il m'écoute, qu'il sache que moi personnellement, je le regarde là-dessus, je dis, c'est le moment pour que quelqu'un comme ça prenne la parole. On n'a pas les mêmes convictions politiques ou les mêmes penchants politiques, mais je dis, quelqu'un comme ça devrait, il me disait il y a 15 ans, si le personnel béninois ne se concentre pas pour réfléchir à comment opérer la double thérapie de rajeunissement et de renouvellement de la classe politique, eh bien, au bout du cycle, lorsqu'on aura atteint le cycle de 30 ans après la conférence nationale des forces vives de 1990, eh bien... Ce qui s'est fait déjà. Voilà, on va se retrouver dans un creux. Obligation pour nous de passer à un renouvellement et un rajeunissement, mais dont on ne tiendra pas les leviers. Donc ça va se faire. Ça va échapper à la classe politique nationale. Et ça m'amène à me rappeler une phrase que mon feu père me disait souvent. Il dit, mais ce que vous ne voulez pas apprendre par la sagesse, la douleur vous l'apprend. Et c'est pourquoi vous avez aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où, disons-nous la vérité, d'une réforme du système partisan. Incarné par une personne le président Patrice Talon, pour ne pas le nommer, qui s'est dit, bon, ok, si je n'y vais pas avec un minimum de forcing, eh bien, on ne pourra pas y aller. Alors que
Vous soupçonnez le président Patrice Talon d'être derrière l'éviction de... Non, pas du tout. Pas du tout. Le président Patrice Talon a eu simplement le mérite, d'accord, d'impulser, d'allumer le cerveau des Béninois. À tout point de vue, il a fait au plan économique, il a fait au plan politique. En fait, si je suis à sa place, je serais celui qui va s'asseoir... Donc vous êtes satisfait? Non, mais attendez, je suis satisfait de son comportement. Il est venu, il sait très bien qu'il ne fera pas 1000 ans au pouvoir. Il sait très bien qu'il n'est pas le directeur de conscience de tous les Béninois. Il sait très bien que les acteurs politiques, là, ils pourraient faire ce qu'ils veulent après. Mais il réussit, en presque 10 ans, à leur dire, voilà, ce à quoi vous n'avez pas réfléchi. 7 ans. Oui, 7 ans, d'accord, on s'en va vers ça. Ce à quoi vous n'avez pas réfléchi pendant longtemps. Moi, je viens l'imposer. Je viens vous montrer que de ma position, et pour que les ambitions dont je suis rassasié pour ce pays au plan économique se réalisent, eh bien, il faut que vous vous organisiez de telle façon. Et lorsqu'il s'est trouvé quelques-uns pour avoir des élans, des relents indépendantistes, eh bien, il a su trouver les leviers pour les ramener à l'ordre. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui comprennent que, ok, il faut maintenant aller à ce rythme-là. Ils y vont, certains s'y accommodent. D'autres comptent le temps pour dire, ben, il faut que le président Patrice Talon, il va partir un jour, on va reprendre avec nos contrats sociaux. Non. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui à l'Union progressiste, je ne dis pas que le chef de l'État est derrière ça. Il n'a même pas besoin d'être derrière ça. On va le dire. Non, vous savez, on va penser le contraire difficilement. C'est pas grave. C'est le difficilement, droit. parce que c'est quand même lui, oui, mais écoutez, il a le père, les pas de charge. C'est un parti de la mouvance présidentielle. Ouais. D'accord? Et il est le numéro 1 de la mouvance présidentielle. Si on va sur le terrain politique, sinon en tant que président de la République, il est pour tous les Béninois, quel que soit leur bord politique. Mais ne nous voilons pas la face, il épaule les deux grosses formations politiques de la mouvance présidentielle. Et à partir de ce moment, ça veut dire qu'il a dû être informé, tout au moins, de ce que ça va se passer de telle ou telle manière. Et il a dû dire aussi ses intentions. Ce qui est ton droit le plus absolu. Tout à fait. Son droit le plus absolu. Mais dites-moi, vous pensez que, tel que vous célébrez le parcours de Bruno Amoussou, qui a eu ses hauts et ses bas, mais qui quand même est un parcours. D'accord? Alors, que celui-là veuille quitter la tête de la énième formation politique qu'il a façonné, il a travaillé à façonner et à diriger dans sa carrière politique. Il faut rappeler déjà. Et que cela coïncide. L'Union fait la nation. Non, avant ça. Qu'il a eu à driver. Il y a le PSD. Il y a le PSD. Alliance Wologede aussi. Il y a le PSD, il y a l'Alliance Wologede. Il y a l'Union fait la nation. Et il y a quoi? Il y a eu même l'AND. Le consortium politique ADEMA. Ouais. C'est dans ça, vous aviez les MADEP et ça avait rassemblé tout le monde. L'idée était venue même, je vous parlais de formation, l'idée était venue même qu'il y ait une formation transparti politique, c'est-à-dire qu'un creuset où des éléments de plusieurs formations politiques peuvent venir se faire former. On avait confié l'idée à des gens comme Charles Direcpo et autres, quelqu'un que j'ai bien envie de revoir. Vraiment, et donc, malheureusement, on n'en entend pas du tout parler. Voilà. On n'entend plus du tout parler de lui. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Que le départ de celui-là de la tête de l'Union progressiste, d'accord, le parti qu'il a dirigé sous l'ère de la rupture, et que on se permette de dire, même les responsables du parti aussi, dans leur sortie médiatique, on dit qu'ils voient ça comme une prise de retraite politique. Et donc qu'ils ont voulu arrêter la souffrance qu'ils imposaient au patriarche depuis 4 ans de le contraindre à devoir continuer à gérer un parti alors qu'il a tout donné parce qu'il est trop âgé. Ça veut dire que c'est la retraite de Bruno Amoussou qui est en train d'être organisée de cette manière. Vous pensez que pour quelqu'un qui, à 14 ans, parce qu'il me l'a dit en face, à 14 ans, était déjà en train de prendre note pour des syndicalistes qui organisaient des meetings. Et il estime que c'était déjà le début de l'apprentissage de la vie politique pour lui, que quelqu'un qui a formé des mouvements d'étudiants en France et qui est revenu, et depuis, et qui n'a jamais été au bas de l'échelle on peut ne pas être d'accord avec lui. Moi, je n'ai pas été toujours d'accord avec certains de ce style, ou de ces méthodes, et puis de l'homme, de l'idée que les gens ont fabriqué de lui, de l'homme dangereux en politique, de celui qu'on n'affronte pas. Mais moi, quand j'ai négocié pendant près de 6 mois, il y a quelques années, dans ma vie de journaliste, il y a quelques années derrière, j'ai négocié un entretien avec lui. Après, pendant 2 heures, il m'a parlé devant témoins. Vous avez finalement eu?
Oui, devant témoin, où je lui posais toutes les questions. Mais l'une des choses il a eu à me dire, et que je suis en train de voir aujourd'hui comme une réalité, il dit qu'il est surpris de voir que des gens reçoivent des coups bas en politique et s'attrapent la tête pour dire Dieu n'aime pas ça. Il dit non, que le système dans lequel lui il a appris la politique, des gens vous font des coups bas, vous allez les saluer, vous les remercier parce qu'ils ont réussi. Parce qu'ils sont intelligents. Alors, et vous, ils savent très bien vous saluez leur intelligence. Ils savent très bien que vous allez leur en donner et ils se préparent. Ils vont les prendre dans leur trip et ils vont en souffrir, ils ne pourront rien. Ils se donneront rendez-vous pour vous en faire aussi. Alors, qu'on fasse ça et que ce ne soit pas au détour d'un congrès qui était attendu depuis. Parce que l'Union progressiste... Là c'est votre critique. Oui, l'Union progressiste était déjà tombée, si on s'en tient au test, au-delà du délai dans lequel le congrès devait être organisé. C'est les mêmes militants qui ont estimé que, bon voilà, le patriarche, il avait encore suffisamment, il en avait à donner. Bon, alors, que après, vous savez, ça se planifiait depuis, peut-être, mais c'est en 24 heures qu'on a appris que, après la démission du professeur Joseph Diogbenou de la tête de la Cour constitutionnelle et sa conférence de presse, qu'il prendrait. On a appris que non, qu'on a appris c'était des supputations. Mais en 24 heures, un matin, on apprend que dans la soirée ou bien demain, il y aura une réunion importante de l'Union progressiste relativement à l'actualité de ce parti politique. Après, on apprend que les gens le bureau politique s'est vu. C'est peut-être respectueux de leur test. Donc, c'est peut-être légal. Et ça, je ne suis pas membre de l'Union progressiste, donc je connais pas les tests, c'est pas moi, je leur en veux pas. Ils ont fait leur boulot. Et si ce n'était pas conforme aux tests, des voix allaient se lever pour contester ça. Mais que ça se fasse aussi simplement. Justement, je ça ne soit pas sur ce pan. Pour honorer. Sur ce pan de la question. Oui. Sur ce pan de la question. Ce dont on a l'habitude ici, c'est quand même au Congrès qu'on renouvelle. Oui, mais souvent, au renouvellement des bureaux politiques. Souvent, dans les partis politiques, oui. Il y a des dispositions légales, d'accord, des statuts et règlements intérieurs des partis politiques qui donnent un certain nombre de prérogatives au bureau politique ou ce qu'ils appellent le présidium ou le bureau politique ou la direction exécutive nationale du parti selon ce qu'on veut pour prendre certaines décisions majeures du genre dans changement de responsable et tout entre deux congrès. Et vous voyez ceux qui sont désignés là maintenant, on vous dira, si vous vous approchez, vous interrogez les tests de l'Union progressiste, on vous dira certainement que au prochain congrès de la formation politique, ces désignations vont être légitimées, confirmées par le congrès. Ça, c'est des dispositions qui existent dans la plupart des associations et des partis politiques aussi. Ça, mais est-ce que c'est pas... Maintenant, au-delà de la légalité... Est-ce que c'est pas irrespectueux, en fait, des membres de ce parti? Non, pas du tout. Puisque c'est d'abord le congrès, c'est au congrès que ce bureau a été élu. Mais ce bureau-là se réunit maintenant et procède à un remaniement en son sein, quitte à le faire adouber par le congrès. Il y a deux facteurs. Il y a un problème à ce niveau. Il y a deux facteurs qui montrent qu'il n'y a pas de problème et que vous n'avez pas raison de dénoncer ça. Parce que c'est dans les tests du parti. Oui, mais c'est dans les tests du parti. Non, on peut faire dire beaucoup de choses aux tests. Excusez-moi, ces tests sont censés avoir été validés par le Congrès. Sont censés. Ah ben, il y a eu un congrès. Vous avez bien dit sont censés. Oui. Et donc, nul n'est au-dessus de la loi, nul n'est censé ignorer la loi. Quand vous êtes dans un pays, est-ce que vous avez été à l'Assemblée nationale pour voter? Mais ça c'est une représentation directe. Oui, mais c'est de la même manière. Les congressistes... Moi, j'ai jamais mandaté un bureau à un congrès pour procéder à des renouvellements auxquels je dois faire partie. On ne s'entend pas. Est-ce que vous dites... vous avez le droit de me relancer, mais ce que vous dites, ça ne permettra pas qu'on comprenne. Non, mais quand une association, il y en a beaucoup. Le temps de parole. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Je reviens à vous, mais il y en a. Il y en a, Julien Kitty, qui peuvent ne pas se retrouver dans cette disposition-là. Oui, mais vous et moi, nous ne sommes pas allés encore enquêter maintenant pour avoir la preuve que ce qui a été fait n'est pas prévu par les tests de l'Union progressiste. Non, je suis d'accord avec vous. Et moi, j'ai fait la supposition que si c'était pas dedans, les gens allaient réagir, les membres du parti allaient réagir. Il est impatient, il n'est pas d'accord. Parce que c'est un démocrate. Alors je l'ai écouté, exercer votre il dit quelque chose et il dit le contraire. Moi, je ne conçois pas, quelles que soient les dispositions légales de ce parti politique, je ne conçois pas que quelqu'un qui n'a pas été membre de ce parti politique
soit désigné pour être président de ce parti politique. C'est vrai, Eh ben, pourquoi le vous le débat dites mise, Pourquoi vous le dites Pourquoi vous le dites le débat Casimir, sur la, Casimir, je viens. Pourquoi vous le dites Je Non, mais viens. répondez, allez-y. C'est parce qu'il Vous avez n'a quel pas, élément il n'a pas la légitimité du parti politique. Pourquoi C'est vous vrai le le dites débat, s'il vous plaît, Pourquoi Peggy vous le Ludovic dites Dagba. Non, Excusez-moi. pas d'affirmation gratuite gratuite, ici. c'est ça que je veux démontrer. Voilà, allez-y. Alors, c'est vrai, le débat que nous avons mis sur la table, dans ce studio, ne concerne pas la personne de Joseph Djogbenou, mais je dis, Joseph Djogbenou a pris la tête de la Cour constitutionnelle en juin 2017. C'est bien? 2018. Ouais. Le parti politique dont nous parlons, l'UP, l'Union progressiste, a été créé bien après. Bien après. Et en tant que président de la Cour constitutionnelle, il ne pouvait pas être membre d'un parti politique. Il a même démissionné lorsqu'il s'est agi d'aller à la tête donc d'aller au sein donc de la Cour constitutionnelle. Il a démissionné de son parti politique. Vous avez eu sa lettre de démission? Il a démissionné de son parti politique. Est-ce que vous avez eu sa lettre de démission? Il a démissionné. Oui, comment? Alors, donc, aujourd'hui... Pas d'affirmation gratuite. Ce n'est pas des affirmations gratuites parce que ce dont nous parlons... J'aimerais bien voir sa lettre de démission. Ce dont nous parlons, c'est connu de tous. Oui. Et donc, je ne crois pas qu'il y ait des tests qui disent dans un parti politique que quelqu'un qui n'a pas été membre durant des années soit subitement président donc de ce parti politique. Excusez-moi, il faut que je recadre le débat. Oui. Ce dont on n'a pas la preuve, on ne peut pas l'affirmer. D'accord? Par conséquent, je vous en prie, cette qualité de membre que vous déniez à M. Joseph Djogbenou, je vous en prie, ne la Joseph Djogbenou a été membre de l'Union progressiste. Nous avons tous eu les informations. Il a été membre de l'Union progressiste 48 heures après sa démission de la tête de la Cour constitutionnelle. Donnez-moi les preuves contraires. Non, vous ne pouvez bien pas sûr. dire. C'est le jeudi. Je vais vous rappeler c'est ceci. Le jeudi. Je vais vous rappeler ceci. Oui, allez-y. M. Joseph Djogbenou était président du parti Conscience Citoyenne. Bien sûr. Conscience Citoyenne et Alternative Citoyenne, pardon. Alternative Citoyenne. Merci Julien Kitty. Alternative Citoyenne, c'est fondu dans l'Union progressiste. Alors, si vous me dites qu'il a démissionné, j'aimerais bien voir cette lettre de démission, avant de vous suivre. Peggy Ludovic Dagba, oui. Je vous rappelle que l'Union progressiste n'est pas née sur la cendre des anciens partis politiques. Si. Les anciens partis politiques ont déposé, s'il vous plaît. Il y a eu plus de combien de partis qui se sont mis ensemble? S'il vous plaît. Les anciens partis politiques. Et des mouvements politiques. Les anciens partis politiques ont disparu. Au profit d'eux? Non, ont disparu. Ont déposé une lettre de disparition selon la réforme politique. Tout dépend alors des mots que vous utilisez. S'il vous plaît, les anciens partis politiques ont déposé d'abord un courrier légal pour donc mettre un terme définitif à leur existence légale. Et c'est après ça les anciens membres de ces partis politiques sont allés former l'Union progressiste. C'est de ça il s'agit. Donc, on ne peut pas me dire que c'est les anciens partis politiques qui ont formé l'Union progressiste. Non, c'est deux choses différentes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus une existence légale. Vous avez parlé de membres? Ils n'ont plus. Vous avez parlé de membres. L'Union progressiste ne s'est pas créée les anciens membres de manière abstraite. C'est ce que je vous dis. Monsieur Casimir, avant la naissance de l'Union progressiste, il n'existait plus de partis politiques au Bénin. Il n'existait plus de partis politiques. Il y a une loi qui a mis un terme à leur existence. Et donc, on ne me dira pas que c'est Conscience Citoyenne et Alternative Citoyenne. Du moins, c'est Alternative Citoyenne et d'autres partis politiques et consorts qui ont créé l'Union progressiste. C'est pas possible. Peut-être que c'est les mots que vous utilisez. Donc sur ce terrain, nous soyons d'abord d'accord sur ce principe. La réalité est là. Maître Joseph Djogbenou n'a jamais été membre. Je vous dénie ce droit-là de l'affirmer. Parce que vous n'avez pas réussi. À le démontrer. Le membre a été accepté le jeudi. S'il vous plaît. Il a été accepté le jeudi après sa démission. S'il vous plaît. Encore qu'il faudra démontrer que, avant d'être nommé président de la Cour constitutionnelle, qui lui impose une obligation de réserve, il n'était pas membre de l'Union progressiste. Oui. Il faudra prouver qu'il n'était pas membre avant d'être nommé. Le prouver, c'est quoi faire?
vous savez très bien que l'homme a été député, Ouais. n'est-ce pas? Élu sur la liste Union progressiste. Oui ou non? Union fait la nation. Mais c'est D'accord. En fait, excusez-moi, c'est pas compliqué à démontrer. Hein. D'accord? C'est pas compliqué à démontrer. Si Kazimi accepte que Joseph Djokbenou était président de Alternative Citoyenne, s'il accepte que Alternative Citoyenne fait partie des partis politiques qui ont choisi, d'accord, de disparaître pour que ceux qui les incarnent puissent se mettre ensemble pour faire l'union progressiste, en quoi il est pertinent de chercher à démontrer que Joseph Djokbenou, redevenu citoyen simple, et qui, de part dans sa première conférence de presse qu'il a donnée, a été suffisamment intelligent en disant qu'il retourne à sa formation politique, et sa formation politique à lui, c'est l'union progressiste. C'est quelqu'un qui savait que les mots avaient leur sens. Il savait pourquoi il disait ça. Donc je trouve que c'est même pas sain de chercher à démontrer que oui, Alternative Citoyenne est mort avant la naissance de l'Union progressiste. Djokbenou était déjà à la Cour constitutionnelle avant la naissance de l'Union progressiste. Donc Djokbenou vient maintenant, il est comme quelqu'un qui n'est pas membre de l'Union progressiste. Si ce n'est pas la loi qui demande à Joseph Djokbenou de respecter, qui lui impose un devoir de réserve, ça veut dire que en étant à la Cour constitutionnelle, le parti dans lequel, logiquement, dans l'analyse politique, il devrait être en train de militer, c'est l'Union progressiste, où tout son parti est allé. Et donc, de ce point de vue, pour moi, c'est pas pertinent que nous perdions du temps sur cet aspect-là. Et deuxième chose, attendez. Casimir Pédion, c'est pas vous. Non, c'est pas vous qui dirigez le débat. Non, permettez, Julien Kitty, on va très rapidement sur cet aspect de la chose, parce qu'il y a un autre aspect quand même à développer. Oui, on va y aller. Mais je sais que nous sommes dans une émission très sérieuse et moi je tiens à quelque chose, que on puisse nous suivre, on puisse lire nos argumentaires, nous comprennent. D'accord. C'est ça le rôle assigné à cette émission. Je ne voudrais pas faire trop fort en disant, je vais être gentil en disant que M. Pédion a presque fermé son tympan pendant que je parlais. J'ai parlé en français facile. J'ai dit, quand vous m'avez posé la question, Ludovic Dagba, si vous étiez un militant, que vous n'allez pas accepter qu'un bureau d'un parti se réunisse pour changer les responsables alors que c'est en congrès que les autres avaient été nommés. Vous ne connaissez pas les tests. Oh Seigneur. Vous avez dit que vous ne connaissez pas les tests. Mais attendez que je finisse. Vous ne pouvez pas affirmer une disposition légale se trouvant dans ce test. Bon, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous comprenez le français facile? Je dis, non mais attendez que je finisse. Religieusement. Et je dis. Mais il se fait que vous me comprenez mal. Non, je ne vous comprends pas mal. Je vous comprends mal, ne veut pas dire que j'ai fermé mes tympans. J'ai fermé mes tympans. Oui, mais pas. Même pas écouté. Bon, ok. Mais parce que non, moi je pense Monsieur Pédia. Vous avez dit. Parce que ça fait. Non, vous n'allez pas me renvoyer le micro. Jules Kitty, vous avez le micro. Vous avez le micro. Vous ne pouvez pas interpréter une loi, une disposition légale que vous n'avez pas lue. Vous avez déjà dit que vous ne maîtrisez pas les tests de l'Union progressiste. D'accord. Maintenant, vous voulez interpréter. Donc, pour moi, vous n'avez même pas droit au chapitre. Dans ce débat. J'ai envie de... Maintenant, est-ce que je peux parler? Julien Kitty, on va quitter cet aspect des choses. Non, on ne quittera pas, parce que c'est moi qui vais quitter l'émission. Je peux vous dire quelque chose. Chacun de vous. Non, laissez-moi finir, Julien Kitty. Non, laissez-moi finir. Oui, Laissez-moi finir, Julien Kitty. Ce que je veux dire, c'est quoi? Chacun de vous a fait entendre sa religion sur la question. Vous avez fait la démonstration. Mais nous avons un devoir. Il a été contre. Non, il n'a pas été contre. Il a donné. On a un devoir. On a le devoir de la logique. Chacun peut avoir sa vérité, mais on a le devoir de la logique. La vérité n'est pas absolue, vous savez. Parce que vous dites, vous n'avez pas lu, vous n'avez pas connaissance. Vous n'avez pas connaissance des tests. Maintenant, vous interprétez la désignation du président par le fait que le bureau politique s'est réuni et a le droit de le faire parce que c'est contenu dans ces tests. Ce test dont vous êtes ignorant, vous affirmez maintenant que ce test existe. Vous ne savez même pas s'il y a un test qui existe au sein de cette formation politique. Merci beaucoup. Maintenant, à cette préoccupation, que répondez-vous, Julien Kitty? Mais je réponds que M. Pédion a menti. Parce que je pensais qu'il m'avait mal entendu. Et ça, j'exige qu'il ne parle plus pendant que j'utilise mes 2 minutes. Vous avez 2 minutes. Après, il c'est déjà moins. Je dis, il a menti parce que avant, je pensais qu'il ne m'avait pas entendu.
Mais avec là, il vous a entendu. L'énergie avec laquelle il répète les mêmes bêtises, je voudrais lui dire... Non, je vous en prie. Les mots. Lorsque quelqu'un... S'il vous plaît. Non, attendez. Lorsque quelqu'un a affirmé quelque chose, oui. Et selon ce que vous avez compris de ça, vous le contre-attaquez, c'est votre droit. Quand il vous dit ce n'est pas ce qu'il est en train de dire, vous lui permettez de repréciser sa pensée, quitte à trouver qui fait le malin dedans, à l'attaquer à nouveau, pour montrer que il avait dit ça. Sauf qu'on n'a pas tout ce temps-là. La preuve, c'est que si vous vous êtes acharné, vous, Ludovic Dagba, à ne pas accepter que M. Pédior aille sur le terrain où il allait, c'est que vous avez compris ce que je disais. J'ai même dit quand vous avez dit que les tests, je vous paraphrase, les tests auraient été violés parce que, est-ce que c'est prévu? J'ai dit, vous et moi, nous n'avons pas encore fait l'enquête pour connaître les tests de l'Union progressiste et que je ne suis même pas de leur parti, donc je ne connais pas. 2. Quand vous avez dit, mais est-ce que c'est normal que entre deux congrès, des gens qui sont élus à un congrès, le bureau se réunisse? Et j'ai dit, dans les tests des partis politiques et de presque toutes les associations, il est souvent prévu des dispositions qui permettent à ces instances supérieures de prendre des décisions majeures entre deux congrès. Et que ce qui se passe, c'est que quand, pour la survie du groupe, ce bureau prend ces décisions-là, et que c'est écrit dans les textes souvent, c'est qu'au prochain congrès, on met d'ailleurs à la fin de ces décisions que ce sont des décisions qui vont être entérinées par le congrès aux prochaines assises. Comment quand on finit de dire ça, mon confrère peut dire, j'ai dit que je ne connais pas les tests de l'Union progressiste et je viens interpréter les tests et je n'ai jamais dit. C'est assez clair maintenant. Que c'est écrit dans les tests de l'Union progressiste. J'ai dit souvent, dans les tests des partis politiques. Ça fait 3 minutes. Mais écoutez, moi, pour la suite de l'émission, si vous pouvez me dire, vous contrôlez l'émission. Ouais. Si vous pouvez me dire que ce n'est pas ce que j'ai dit, que j'ai répété, et si ça doit être compris totalement dans le sens contraire, pour qu'il me soit dit que... Je ne pas les tests de l'Union. Citez-moi les dispositions légales. Citez-moi les dispositions légales. Donc, si après avoir dit tout ce que j'ai dit là, la même question se pose de la même manière, c'est pas normal. Et c'est sûr que ça ne fera pas partie de l'émission parce qu'il a bien expliqué, il a bien dit généralement, et il a bien dit, il ne connaît pas. Pourquoi on me demande d'interpréter les tests de l'Union progressiste? Il ne peut pas répondre à votre question. Allons maintenant à un autre aspect de cette émission par rapport à la succession maintenant de Joseph Diop-Benou à Bruno Amoussou. Est-ce que vous voyez ce jeune aux dents longues pouvoir véritablement tenir cette casquette-là et manœuvrer comme cela se doit jusqu'à la victoire de l'Union progressiste aux prochaines élections législatives? Monsieur Peggy Ludovic Dagba, j'allais pouvoir vous répondre si c'était lui qui allait conduire les travaux du parti politique. Mais il y a une main invisible. Et je suis peiné. Vous avez bien les choses floues. Non, c'est pas moi qui aime les choses floues. D'où vient cette main Mais il y a un leader, il y a un leader à qui appartient la maison, non? Il s'appelle Patrice Talon. C'est ses outils politiques. Et il n'y a aucune décision sérieuse qui soit prise au sein donc de cette formation de l'Union progressiste et du BR, de quoi je sais, qu'il n'aura pas son regard bienveillant dessus. Donc, je ne le vois pas en train de diriger l'Union progressiste comme il a dirigé Conscience citoyenne ou bien ce dont on a parlé, alternative citoyenne, comme il pouvait prendre les décisions parce que c'est lui c'est sa chose, c'est lui qui a donc. Non, ici, il ne s'agit pas de ça. Donc, il y a quelqu'un qui donne les ordres et il y a quelqu'un qui doit obéir. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je continue toujours par le dire. Si c'est ça l'animation de la vie politique au Bénin, il y aura toujours des coins, enfin, des zones d'ombre qu'on ne pourra jamais élucider lorsque nous venons sur des plateaux comme le vôtre. Moi, je ne suis pas ici pour parler donc de la cuisine interne de ces mouvements politiques. Mais je constate et j'affirme que c'est une bonne chose de rajeunir le parti politique. Je le dis, et je dis, c'est une bonne chose de réformer notre classe politique. Mais de là à ce que vous allez bien diriger ou vous n'allez pas bien diriger, cette décision ne dépend pas de Joseph Diop-Benou. D'accord. Ça dépend de quelqu'un d'autre et ça dépend de notre groupe. Selon vous. Parce que
Mais pas selon moi. C'est selon la charte des partis politiques au Bénin. Et on connaît le leader donc de la charte des partis politiques. La charte des partis politiques du Bénin n'a jamais érigé un leader aux mains invisibles. Je vous dis, il y a la loi et il y a l'esprit de la loi. Je suis d'accord avec vous. Au-dessus de tout ça, il y a encore le patron de la loi qui dispose donc d'un certain nombre de choses. Le patron de la loi, ce sont les Béninois. Oui, le patron de la loi, c'est les Béninois. Ouais. Et vous êtes Béninois, au même titre que Patrice Talon. Donc, je dis encore que il y a forcément quelque chose, il y a un esprit de la loi ici qui serait interprété. Et chacun d'entre eux, chacun de ces jeunes-là... Quelle est votre crainte? Je n'ai aucune crainte. Je n'ai aucune crainte. Moi, je ne fais que interpréter à ma manière ce que j'ai vu en tant que leader d'opinion, en tant que journaliste simplement. Donc, je ne suis pas membre. En termes clairs, vous voyez. Je ne suis pas membre de leur formation politique. Mais moi, je dis aux membres du parti politique, mais voilà des choses. Qu'un nouveau membre vienne et qui prenne la tête, c'est à croire que ceux qui étaient là ne pouvaient pas diriger, n'avaient pas les compétences. Finalement, vous avez dit ce que vous aviez sur le cœur. Je n'avais rien sur le cœur. Donc, vous voyez Joseph Diogbenou prendre des décisions qui seront peut-être pas acceptées par Patrice Talon. Il ne prendra pas des décisions. On va lui envoyer des décisions qu'il va soumettre à son bureau. Ça, c'est des préjugés. Ce n'est pas des préjugés. Je suis sûr que Maître Joseph Diogbenou va vous démentir. Julien Kitty sur la question. J'aurais bien voulu qu'il le fasse. Et j'aurais bien voulu qu'il le fasse dans la pure sincérité. D'accord. Passez la parole à Julien Kitty pour qu'il nous dise sa religion sur comment vous voyez Maître Joseph Diogbenou réussir à driver ce parti Union progressiste, peut-être à la manière de Bruno Amoussou, ou en tout cas avec un autre self-made man. Non, Joseph Diogbenou n'est pas Bruno Amoussou, il ne le sera jamais. Mais Joseph Diogbenou a tracé son parcours, il n'est pas moins élogieux pour l'âge qu'il a et pour la génération à laquelle il appartient. Et donc, Joseph Diogbenou sera entre, selon moi, trois pôles, d'accord. Il y a d'abord Bruno Amoussou et toute l'ancienne classe, en tout cas dirigeante du parti, incarné par Bruno Amoussou et tous ceux qui sont derrière, donc qui sont les anciens classiques. Et c'est pas pour rien que je le vois dans 16 heures qui s'écoulent là, aller rendre visite à Edmond Agoua chez lui. C'est lui qui va chez Edmond Agoua. Ça, c'est tout un symbole pour moi. Dans le management, j'apprécie ça comme ça. Il montre qu'il a envie d'écouter l'ancienne équipe dirigeante, les doyens à lui. Donc, vous ne serez pas surpris de le voir aller chez tous ceux qui ont été plus ou moins débarqués. Le second pôle, c'est le regard que le chef de l'État, qui est le chef de la mouvance présidentielle, aura là-dessus. Et ça, ce n'est même pas un regard malsain. Parce que si vous comprenez bien comment fonctionne le jeu politique, c'est quoi? Tout chef d'État, même s'il n'avait pas un parti politique, même s'il n'était pas membre d'un parti politique, l'un des atouts, d'accord, l'une des marques d'intelligence qu'on attend d'un chef d'État qui veut diriger correctement son pays, c'est de près ou de loin, d'avoir un regard sur les partis politiques. Le jeu parlementaire dit comment. Pourquoi les chefs d'État demandent à contrôler le Parlement, à avoir une majorité confortable? Regardez en France aujourd'hui, Macron, pour peu qu'il n'ait pas la majorité qualifiée à l'Assemblée nationale, et son premier ministre, sa première ministre vient et on l'insulte, on la ridiculise. Ouais. Et puis, voilà, lui-même, il est coincé. Il est tout petit. Et donc, qu'un chef d'État veuille contrôler le jeu politique, c'est naturel, c'est d'instinct humain. Le troisième pôle, mais que font les acteurs politiques? Non, attendez. Ils deviennent des élèves, vous allez avoir la réponse dans la description du troisième pôle dont je parle. D'accord. Ce troisième pôle, c'est celui qu'incarne Diogbenou lui-même et sa génération de jeunes. Puisque nous avons parlé de rajeunissement, nous avons parlé de renouvellement. Ça veut dire que Diogbenou doit se sentir investi d'une mission de la jeunesse politique bien formée et qualifiée. Ça veut dire quoi? Joseph Diogbenou, tout en écoutant le président Patrice Talon, tout en écoutant ceux qu'il remplace, Bruno Amoussou et tous les anciens, il devrait savoir que quand il finit d'écouter tout ça, il doit savoir comment il manœuvre pour qu'on puisse dans tout ça retrouver encore la marque spéciale de la jeunesse politique. De sorte à ce que, même parce que quand le président Patrice Talon va faire ses mandats, il va partir.
d'accord, il a un certain âge aussi. Joseph Djogbenou, lui, son avenir politique est devant lui. Quand vous prenez Orden Aladeti à côté de lui, l'avenir politique, là, ils sont en train d'y travailler. D'accord? Quand vous prenez les autres jeunes... Encore que ce sont des compagnons. Voilà, d'accord. Quand vous prenez... n'étant pas habitué aux différents courants qu'ils ont, j'aurais pu prendre l'exemple de quelqu'un d'autre qui est d'un autre courant que Alternative Citoyenne. Quand vous prenez... qui encore? J'ai pas envie de citer Lazare Sekwetor, qu'on sait très proche de Bruno Amoussou. Et même à ce niveau, Djogbenou sait qu'il doit travailler à ce que ceux qui étaient accrochés, qui étaient très proches de Bruno Amoussou, c'est pas eux tous qui ont pris la retraite politique. C'est Bruno Amoussou. C'est à Bruno Amoussou, vous collez le destin de retraité politique. Pas aux autres. Mais ceux-là aussi ont leurs intérêts. Ça veut dire que si on présente Djogbenou comme quelqu'un qui n'aura qu'à écouter, d'accord, des injonctions du chef de l'État, à les appliquer les yeux fermés, à écouter les conseils. Non, ça ne pourra pas marcher. Ça ne pourra pas marcher. Et je ne pense pas que le chef de l'État, le président Patrice Talon, même dans la conduite, le management de la réforme du système partisan là, est tenu à 100% les mains à un acteur politique. S'il n'avait pas vu un boulevard ouvert, s'il n'avait pas vu une classe politique qui, au bout de 30 ans de démocratie, n'a pas eu la possibilité de prendre ses responsabilités pour que, quel que soit le président de la République qui vient, il soit obligé de respecter le jeu politique parce qu'il considère que le jeu politique, ça marche bien. Mais il est obligé de manœuvrer. Et je ne pense pas que Joseph Djogbenou, quoique ami personnel du chef de l'État, dans sa vie d'avocat, lui d'opérateur économique et après président, il a été son ministre, et il est d'un parti proche de lui, il n'a pas été président de la Cour constitutionnelle sans son aide, mais je ne pense pas que même dans ces postures-là, Joseph Djogbenou soit capable de se comporter comme un chrétien. La caisse de résonance. Voilà. Et le chef de l'État aussi, il ne faut pas lui prêter toutes les mauvaises intentions du monde. Non, mais vous l'avez démontré. Vous avez dit oui, que c'est tout à fait normal qu'un président de la République cherche à contrôler sa mouvance. Donc ce serait normal. Oui, c'est à ceux qu'on veut contrôler. Voilà. De savoir quand, par exemple, le chef vous dit de faire telle chose. D'où ma question de tout à l'heure. Oui, est-ce qu'on le voit élève ou un récalcitrant? Non, moi je ne le vois. Il n'est pas obligé d'être béni oui ou récalcitrant. Les deux extrémités. Il peut être le juste milieu. C'est-à-dire, il écoute. Il n'est pas là non plus pour devenir rebelle à Patrice Talon. Oui, mais il est là aussi quand son choix va s'opposer à celui du président de la République, qu'est-ce qui va se passer en ce moment? Il soutient son choix. Il défend son choix. Et l'autre ne veut pas. On ne veut que son choix. Mais en ce moment, ils vont aviser parce qu'ils ne sont pas encore là. Et moi, je n'ai pas le don de prophétie pour vous dire quand Joseph Djogbenou, qui vous dit que dans leur collaboration jusque-là, peut-être c'est pas arrivé à la place publique, qui vous dit que dans leur collaboration jusque-là, il n'est jamais arrivé que Joseph Djogbenou ait eu un avis contraire à l'avis émis par le président Patrice Talon et que ils aient discuté et que finalement l'autre il est un avocat et il a appris à convaincre son vis-à-vis. Maintenant le président Patrice Talon, pour ce que je sais de lui, ce n'est pas quelqu'un qui, quand il décide quelque chose, on ne peut rien en dire. Je pense que c'est quelqu'un qui adore que si vous voulez nuancer sa position, si vous voulez avoir une position contraire à la sienne, que vous puissiez, pendant que vous êtes en face de lui, trouver les meilleurs arguments irréfutables pour le convaincre du contraire et il marche avec vous. C'est sûr. C'est mon point de vue. Casimir Pédion, et partant de ce principe, vous voulez encore intervenir sur cet aspect-là? Et partant de ce principe, je réitère tout ce que j'ai dit dans ce studio pour dire tout ce que nous avons dit ici, c'est pas à l'encontre de Patrice Talon, c'est pas à l'encontre de Joseph Djogbenou. C'est juste une interprétation de l'actualité de ce parti politique. Et donc, personne n'a jamais dit ici que lorsque Patrice Talon va donner des décisions, ce serait une décision contraire à la masse laborieuse de ce parti politique. Il ne s'agit pas de ça. Donc, j'ai entendu des expressions comme Amoussou, comment il s'appelle, Lazare Sekwetor, faisant partie donc du clan de Bruno Amoussou. Non, moi Non, on n'a jamais parlé. Il n'a jamais parlé de clan, mais il a dit proche. Proche. Il est proche. Clan.
Non, c'est pas la même chose. Je le dis, moi. Non. Et donc, assumez le mot. J'assume. C'est comme si aujourd'hui, moi, les images que j'ai vues, les images que moi j'ai vues, les souris des uns et des autres, il n'a pas pu démontrer cela. Je suis vraiment peiné. Les souris que j'ai vues sur les visages des démissionnaires, tout ça, moi aujourd'hui, ne m'amène pas à dire à mes auditeurs qu'il y a une crise. Il y a une crise au sein de ce parti politique. Donc, pour moi, il ne devrait même pas avoir un Lazare Servetor proche d'Amoussou Bruno. Ça veut dire, si Lazare Servetor est proche d'Amoussou Bruno, Amoussou Bruno même est un peu éloigné de Patrice Talon et Joseph Diogbenou est proche. Non, ce n'est pas possible. Je n'affirme pas. Moi, je mets des hypothèses. Je dis, non, l'UP, je vois l'UP comme un modèle de parti politique qui, à un moment donné, a voulu donc opérer une réforme qui a marché. Cependant, puisque c'est une œuvre humaine, tout ne peut pas être rose. Voyons la qualité du membre qui dirige. C'est tout ce que moi j'ai dit. Pour ne pas dire, tout est écrit. Aucune volonté, il ne pourra rien faire. Je n'ai jamais dit ça. Ah, mais c'est ce que vous avez dit. Allez chercher la décision, c'est une volonté. Je n'ai jamais parlé de la volonté de Diogbenou. J'ai dit les décisions ne vont pas émaner de lui. Oui. On sait d'où les décisions. La décision et la volonté, c'est pas la même chose. En le disant, vous le faites béni, oui. Non. S'il n'a pas la volonté, si la décision ne viennent pas de lui, ça veut dire qu'il non, applique si les décisions ne viennent pas de lui, ne veut pas dire qu'il est béni, oui. Pourquoi? Mais quand la volonté ne vient pas de lui, qu'il est béni, non, oui. Monsieur, il n'a même pas le choix, il n'a même pas la libre expression de décider de ce qui convient à lui. Si on vous dit d'appliquer et que vous appliquez sans réfléchir, vous êtes quoi? On ne vous dit pas d'appliquer, on vous dit d'aller soumettre ça à vos mandants. C'est ça. Allez soumettre là. C'est pour quel but? Ah non, il y a quelqu'un qui vous dit allez soumettre ça à vos mandants. Est-ce que les mandants ont la possibilité de dire non? Non, nous on ne peut pas le dire ici parce que les tests de l'UP, je ne sais pas s'ils l'ont dit. Donc lui va prendre des décisions qui viendra soumettre ici à la masse pour dire nous avons voulu faire ceci. Le collège, le bureau politique a décidé ceci. Il ne dira pas c'est ma décision, je l'impose. Et c'est ce que le chef de l'État actuel a refusé. Qu'un individu, désormais, se prenne pour le roi des partis politiques et dise c'est mon parti politique, c'est ma chose familiale et je prends les décisions. On va finir ce débat tout simplement avec cette petite boutade. Mais que se passe-t-il du côté du BR, Bloc républicain? En quelques secondes, chacun de vous, au niveau du BR, on n'entend rien de ce côté-là. Oui, mais pendant que l'Union progressiste est en train de faire sa mue. Nous avons été habitués à observer que lorsque quelque chose se passe au BR, après, tout le monde a le regard tourné vers l'UP pour voir est-ce que ça ne va pas être répliqué là-bas. Mais puisque c'est l'UP qui a pris le lead maintenant de l'actualité en termes de renouvellement, est-ce que les mêmes causes vont produire les mêmes effets? Je pense qu'un certain Casimir Pédior peut être mieux placé pour vous dire encore, oui, bon, voilà, c'est Patrice Talon qui va dire faites. C'est lui seul l'homme qui dicte tout. Et il aura tort? Non, écoutez, j'ai jamais trouvé qu'il a tort. Je suis plutôt désagréablement surpris de constater que ces postures-là. Non, mais alors laissez-le répondre parce que nous sommes à la fin de l'émission. 75% de ce qu'il dit, j'ai entendu plus d'incantations que de réflexion d'analyse. D'accord, c'est votre avis. Ça ira. Et si quelqu'un comme Jules qui tient dans ce studio et que je dois répondre aux questions posées au BR, ça fait plaisir. Les mêmes causes ne vont pas produire les mêmes effets parce que nous ne sommes pas dans les mêmes schémas ici. Amoussou Bruno, c'est Amoussou Bruno. UP, c'est UP. BR, c'est BR. Bio-Tchané, c'est Bio-Tchané. Mais lui, il n'est pas échaudé, apparemment. Vous pensez? Non, c'est ce que je me dis. Vous savez ce qu'il vit? J'ai bien dit, apparemment. Non, on ne peut pas le dire ici, hein. Il est échaudé. Allez demander à Bio-Tchané ce qui vit avec Abimbola. Il vous dira que ce n'est pas la joie lorsque vous avez des petits qui sont tellement intelligents comme vous et qui doivent de temps en temps vous rappeler à l'ordre. Surtout donc dans cet univers politique où vous voyez, vous devez donc animer la vie politique. Vous êtes ministre, vous devez animer la vie politique. Vous avez des gens comme Zoumarou,
qui font partie donc de ce BR-là, vous ne pouvez pas donc décider tout de go de prendre certaines décisions sans tenir compte donc de leur avis. Donc, les choses ne se passeront pas aussi facilement. Beaucoup. Et nous n'avons pas Très nous n'avons pas deux présidents de la Cour constitutionnelle, l'un ayant déjà démissionné, le second va démissionner et dit que je veux aussi animer la vie politique et patatras sera parachuté. Qui sait, ça peut venir de Jean-Michel Abimola, puisque vous l'avez dit tantôt, il peut chercher à remplacer Biotchane parce que peut-être trop amorphe à son goût. Et moi, je crois que le BR, à mon humble avis, le BR, c'est une formation politique plus organisée. C'est pas parce qu'ils sont silencieux, c'est pas parce qu'ils n'interviennent pas sur les médias, c'est pas parce qu'ils sont pas dans les médias chauds. C'est une formation que moi je respecte. Pour la qualité de ce que je vois. Merci beaucoup, nous avons fini l'émission. Je vois dans cette formation dans cette formation politique. C'est quand même pour moi, Gilles Kitty a parlé donc de la puissance de l'UP. Moi, je parlerai pas de puissance. Je parlerai pas de puissance, mais je parlerai d'une formation quand même très bien organisée par rapport à un certain nombre D'accord, Julien Kitty. Bon, il a fini par répondre au nom du BR mieux que je ne l'aurais fait, puisqu'il sait que le BR est une formation politique bien organisée, bien structurée, animée par des gens bien, c'est son avis. Alors, non, moi je pense simplement que chaque formation politique, quoi qu'étant de la même mouvance présidentielle, s'organise à sa manière. Et moi, je dis une chose, ceux qui tiennent le parti politique, ceux qui l'animent, et le président de la République, ils vont se parler. Alors, ce qui va se passer au BR, comme le public a su pour l'UP, on va le savoir également. Et ça peut ne pas être exactement la même chose, mais ça peut être... non, pas forcément. Ça peut être un autre style pour donner un autre coup d'accélérateur au turbo BR. Et le plus important, je l'aurais fini pour dire que le plus important pour les formations politiques, c'est quoi? On dit chez nous, si vous avez plusieurs jarres pour aller prendre de l'eau au puits ou au bord du lac, la jarre qui va contenir plus d'eau, ce n'est pas pendant que vous les portez sur la tête que vous savez. C'est quand vous êtes au bord de l'eau que vous savez. Le plus important, c'est qu'au détour du 8 janvier prochain, on puisse savoir quelles sont les formations politiques au Bénin aujourd'hui qui tiennent encore sans béquille. Et donc, voilà. Malheureusement, je n'ai pas ceux qu'il faut en face, sinon j'allais leur demander s'il y aura retournement de situation à l'Assemblée nationale, si le BR pourra prendre le meilleur. Il y a aussi que vous-même, dans vos questions, vous demandez trop de prophéties. Merci beaucoup. Oui, attendons de voir les temps vont venir. Je ne peux que le faire parce que j'ai en face de moi des partis politiques qui, franchement, se donnent des airs et autres. Alors, vous n'avez fini par donner votre avis aussi. J'ai bien envie de voir la réalité. Il y a trois débatteurs finalement. Merci. Je ne vais pas répondre à votre pic. Voilà. Nous allons nous retrouver vendredi prochain autour d'autres actualités. Malheureusement, aujourd'hui, cette actualité a tout emporté, a tout éclipsé. Sinon, on aurait pu parler de cette décision du Conseil des ministres qui, ma foi, fait droit désormais à ceux-là qui vont déménager de leur logis, de faire la déclaration dans les 8 jours. De leur arrivée dans la nouvelle commune. Que les gens le fassent, c'est tout, c'est pas grande chose. Merci beaucoup. Ne se reproche rien. Merci d'avoir été là. Émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody Bibi, c'est le pied.